Station Canada vous présente La Récréation, un espace de dialogue et de réflexion profonde avec un ou plusieurs invités sur des sujets d'importance. L'heure de la récréation, c'est toute l'ambiance. Culture, sport, finance, showbiz et bien plus. Suivez La Récréation sur Grove Station Canada. Grove Station Canada, le chemin de l'information. Vous suivez Grove Station Canada, le chemin de l'information. Après une petite trêve hivernale, nous sommes de retour avec la deuxième saison de votre émission favorite, La Récréation, sur Grove Station Canada, le chemin de l'information. 2020 a été une année assez difficile et déjà nous sommes en 2021 et nous souhaitons que cette année sera une année de succès, une année de progrès sans fin. Antérieurement, nous avons parlé de santé mentale et cette année, nous débutons la saison avec le trouble du spectre de l'autisme. Pour aborder ce sujet, nous accueillons sur nos plateaux Madame Lucrèce Felicidor, qui a 2 enfants qui vivent avec le trouble du spectre de l'autisme. Elle va nous parler de comment elle arrive à gérer ça et comment elle accepte ces enfants qu'elle adore de tout cœur, qui malheureusement vivent avec ce trouble. Madame Lucrèce. Oui, bonjour. Bonjour et bienvenue sur les plateaux de Grove Station Canada. Merci beaucoup. Merci. Heureux nouvel an. Bonne année à vous aussi. Merci beaucoup. Vous avez 2 enfants qui vivent avec le trouble du spectre de l'autisme. Oui. Est-ce que vous pouvez expliquer à nos téléspectateurs, c'est quoi le trouble du spectre de l'autisme? En gros, c'est une différence au niveau du cerveau. Et comment je peux l'expliquer, c'est qu'il y a des parties au niveau du cerveau qui sont moins stimulées et d'autres qui sont hyper stimulées, ce qui fait que un enfant, une personne autiste peut se retrouver avec des facultés très développées comme l'observation, l'art, les mathématiques ou autres, et d'autres facteurs qui sont moins qui peuvent donner des lacunes comme l'interaction, le langage, des intérêts restreints, etc. Donc, en gros, c'est à peu près ça. C'est vraiment par rapport au niveau des places dans le cerveau qui sont moins stimulées, qui a moins de connexions, okay, qui causent certains troubles. Vos adorables petits-enfants, c'est quoi leur différence qui leur rend spécial, je dirais, par rapport à d'autres enfants? Les deux, ce sont des jumeaux, garçons et filles. Les deux, je dois spécifier que les deux ont le diagnostic du trouble de l'autisme, mais ils n'ont pas les mêmes lacunes. Déjà, d'un enfant autiste à l'autre, c'est différent. Donc, déjà, les deux, c'est différent. Donc, avec d'autres enfants neurotypiques, qu'on peut dire, ce qui pourrait être différent, c'est vraiment l'interaction, le langage, la compréhension. Des fois, de certaines choses ne sont pas tout à fait claires pour eux. Okay. Donc, par rapport à ça, ils ont peut-être une réaction différente, complètement différente d'un enfant neurotypique. Donc, c'est ça qui peut parfois être vraiment différent d'un autre enfant. L'apprentissage aussi, c'est plus lent. Je dois spécifier aussi que pour d'autres enfants autistes, il y a plusieurs cas dont un enfant ça peut être accompagné de déficience intellectuelle. Donc, l'apprentissage ne peut pas vraiment être fait. Ça peut être accompagné de handicap physique. Donc, c'est assez varié. C'est assez varié. C'est sûr que si l'enfant a un handicap physique, bon, les sports, la danse, tout ça, c'est limité. Et au niveau de la déficience intellectuelle aussi, bon, l'apprentissage, ça va être vraiment restreint. Okay. Donc, pour ma part, à moi, il n'y a pas de déficience intellectuelle, mais quand même l'apprentissage est difficile. Ils sont en classe spécialisée à l'école. Les classes spécialisées, justement, c'est difficile quand même à trouver. Bon, j'ai pas réussi à trouver dans mon quartier direct, mais bon, un petit peu plus loin.
mais ce sont des classes qui sont utilisées pour les enfants qui ont le trouble du spectre de l'autisme ou TDAH ou autres, pour apprendre par des classes qui n'ont pas beaucoup d'élèves. Et puis, on essaie de développer leur autonomie et puis on va à leur rythme. C'est des classes comme ça. Ok. Moi, je vais vous dire que j'admire votre courage. Merci. Parce que vous arrivez à aborder le sujet sans aucun tabou. Je sais que dans certaines communautés, ici à Montréal, Laval, il y a certains parents qui considèrent c'est comme un malheur qui a frappé leur famille d'avoir un enfant qui vit avec le trouble de l'autisme. Effectivement. Donc, qu'est-ce qui a incité ce courage, cette acceptation de la situation en vous? Justement, l'autre fois, je regardais un texte de Carla Beauvais. Ça m'avait vraiment touchée et je sais qu'elle défend la cause de la communauté noire, la diversité. Mais ce qui m'a touchée, pour revenir à ce que vous dites, c'est qu'il y a une phrase, elle disait ce qui lui donne le courage, c'est le sourire de l'enfant. Vous voyez, le sourire, l'enthousiasme de l'enfant à chaque fois et puis l'émerveillement dans ses yeux. Donc, j'ai beau être triste, mais quand je me lève le matin et que je suis triste, j'ai les larmes aux yeux, mais l'enfant, lui, il est content. Il sourit, il a des étoiles dans les yeux. Alors, comment je peux passer mon temps à être malheureuse et triste? Donc, c'est ça qui me donne le courage, leur goût de vivre. Alors, ils ont le goût de vivre, ils ont le goût d'avancer. Donc, ce qui me rend triste, ce qui me rend malheureuse, c'est face à la société. Et la différence, peu importe la différence, elle est souvent... c'est difficile, c'est pas accepté. Donc, c'est là que je me dis, je dois armer mes enfants face à la vie et je dois essayer de faire de mon mieux. C'est un environnement assez féroce qui les attend. Exactement, que ce soit au niveau de la couleur, de leurs différences autres. Et donc, je crois que je ne peux pas me permettre de toujours être dans un niveau de tristesse. C'est sûr que des fois, ça reprend. Ça reprend, dites, ah bon, comment elle va faire dans la vie, comment mon fils va faire. Mais on a toujours un courage quand même. Lorsqu'on voit l'enfant réagir, sourire, il veut vivre. Donc ça, c'est comme contagieux. Donc ça m'a donné la force de retrousser les manches et de foncer. Je ne vous dis pas que j'ai toujours été comme ça. J'étais dans le déni au début, je ne voulais rien savoir et puis pleurer, me dire est-ce que c'est ma faute, qu'est-ce que j'ai fait, j'ai pas pris de drogue, j'ai pas mené une mauvaise vie, mais ça n'a aucun rapport. Et je vous dirais à la longue, je ne peux pas vous dire que j'ai accepté, j'ai appris à vivre avec. Je me trouve des stratégies. J'essaye de. C'est comme ça que... C'est une lutte de tous les jours. Exactement. Et on apprend à tous les jours. C'est pas parce qu'on est parent d'enfants autistes qu'on connaît tout. On apprend à vivre avec. On cherche à ouvrir notre esprit pour essayer d'avoir le plus d'informations possible pour voir la meilleure stratégie qui est bonne pour son enfant. Parce que qu'est-ce qui est bon pour mon enfant autiste n'est peut-être pas nécessairement bon pour un autre parent qui a le même diagnostic pour son enfant. Okay. Donc, chacun... C'est des cas particuliers. C'est au cas par cas. Parce que mes deux enfants, pour mon garçon, ce qui est bon n'est pas nécessairement bon pour ma fille. Donc, chacun fonctionne différemment. Donc, c'est un défi de tous les jours pour eux et pour moi. Mais je me dis, je ne peux pas rester fermée dans ma bulle, surtout dans la communauté. Comme vous disiez, il y a pas mal de croyances qui circulent que je ne peux pas m'enfermer là-dedans, sinon j'avance pas en tant que parent et ni mes enfants non plus n'avanceront pas. Ok. À vous entendre, il y a une grande discrimination
envers les autistes. Maintenant, qu'est-ce qui, selon vous, traduit une telle inhumanité envers certains humains qui ont le droit de vivre comme tous les autres humains? Mais comme on disait tout à l'heure, déjà la différence, c'est quelque chose qui est difficile à accepter dans l'humanité. Donc, que ce soit la religion, la couleur et autres. Donc, une différence maintenant par rapport au trouble du spectre de l'autisme, c'est sûr que là, bon, la discrimination va être faite quand ils deviennent plus grands au niveau du travail. C'est difficile. Est-ce que c'est des enfants, ceux qui ont le langage et qui ont été à l'école, est-ce que c'est des enfants qui vont réussir à avoir un diplôme? Est-ce que c'est des enfants qui vont réussir à fonctionner? Est-ce que c'est des enfants qui vont pouvoir subvenir à leurs besoins financiers ou autres, émotionnels, psychologiques? C'est tout ça aussi qui... Les gens ne prennent pas le temps. Ils disent, bon, ça c'est un problème. Moi, je n'ai pas envie d'engager quelqu'un dans ma compagnie. Les gens, quand ils ont leur compagnie, ils veulent le succès rapidement, mais pourtant, ils peuvent apporter quelque chose que le patron peut ne pas savoir. C'est juste d'apprendre à connaître. Là, on parle des gens du dehors, okay? Comment ils apprécient les autistes. Mais certains parents, certains membres d'une famille aussi vivent avec je dis bien, vivent avec un complexe vis-à-vis de leurs proches autistes. Oui, oui. Et ça, je crois que c'est là que le danger est vraiment palpable, parce que c'est tellement proche, ça peut être un traumatisme aussi pour ces enfants ou même ces adultes autistes. Oui, parce que, bon, si je parle pour notre communauté, j'ai eu parfois des commentaires vraiment blessants, qui fait que j'ai limité un peu les fréquentations. Malheureusement. Oui, parce que, bon, ils ne comprennent pas et ils ne veulent pas comprendre aussi. C'est fermé. Donc, donc, les commentaires blessants ont fait que, bon, OK, j'ai mis des limites pour me protéger, pour protéger mes enfants aussi. Et puis, c'est sûr que dans notre comité, ça fonctionne beaucoup par étiquette. Bon, il n'est pas comme ça, il doit être comme ça, mais il n'est pas comme ça, donc on met à l'écart aussi. Donc, c'est sûr qu'on se sent seul dans ce chemin. Et puis, mais quand même, je suis tombée quand même sous des bonnes personnes par moment. Mais je vous dirais qu'il y a une très grosse problématique dans la communauté noire. Même des parents que je sais qui ont des enfants autistes ne veulent pas en parler. Ils cachent leurs enfants probablement? Ils se cachent, ils ne veulent pas le dire, mais moi je les reconnais facilement de toute façon. Et aussi à l'école de mes enfants, je vois d'autres parents que parfois je leur dis « Ah, mais on pourrait organiser quelque chose pour en parler ». Ils me disent « Oui, oui », mais quand le moment arrive, ils disparaissent. Ils disparaissent. Donc, parfois je me demande, est-ce que je suis la seule dans la communauté qui est capable d'en parler pour mener le combat, ou est-ce qu'on pourrait regrouper d'autres parents dans la communauté qui le vivent pour essayer d'éclairer les autres qui se cachent, qui restent en silence, qui croient qu'en allant à des jeunes à l'église, que ça va guérir, ou qui croient qu'en allant payer des potions dans des bouteilles par certains. Là, vous me faites rire. Non, mais c'est vrai, parce que j'entends toutes sortes de choses. J'ai même entendu un pasteur qui a dit que si on a des enfants autistes, c'est que dans la lignée familiale, il y avait des membres de la famille qui ont servi des diables et que les répercussions tombaient sur telle ou telle génération. Donc, je ne sais pas, ce pasteur peut-être voulait dire que les enfants sont possédés ou je ne sais pas, mais il y a vraiment des gens dans la communauté qui croient à ça et qui sont enfermés là-dedans. Pour les pasteurs, nous les laissons de côté parce que nous connaissons cette catégorie. Oui, okay, on va s'en passer. Ouais, on va les mettre à côté, mais c'est juste pour dire que ça circule, ça circule. Je vais revenir à votre combat dans le but de regrouper certains parents et autres afin d'encadrer les autistes, mais sur le plan institutionnel, je parle du secteur de la santé, du secteur éducatif. Est-ce qu'il y a un accompagnement
pour les enfants autistes, est-ce qu'ils sont bien encadrés? Je vous dirais que dans le système, il y a de l'accompagnement. C'est sûr qu'on veut plus, on veut encore et encore. On cherche à ce que ça devienne meilleur, mais c'est difficile jusqu'à maintenant. Les listes d'attente pour un diagnostic étaient très longues auparavant. Maintenant, on m'a dit que ça diminue. Donc, un enfant de 3 ans, 4 ans peut avoir un diagnostic quand même assez rapidement si le parent commence à faire les démarches. Parce que des fois, le parent, il voit que son enfant a des réactions différentes, mais il ne consulte pas. Il ne veut pas mettre son enfant sur une liste d'attente. Donc, l'enfant grandit en ayant le problème et n'a pas eu l'encadrement nécessaire qu'il faut. Parfois, c'est vraiment en maternelle, première année, deuxième année, que c'est les professeurs qui vont intervenir pour dire aux parents, bon, nous, on voit que votre enfant, il y a tel problème, faudrait faire ça, ça. Mais il y a beaucoup de parents qui bloquent. Comme je dis, dans ma communauté, ça arrive beaucoup. Ils bloquent. Vous n'allez pas mettre une étiquette sur mon enfant a rien. Vous avez insisté sur votre communauté, ça fait au moins 3 fois. Oui. Et j'ai pris le soin de le noter. Est-ce que c'est une question culturelle, traditionnelle, qui est à la base de cette réaction de, je dirais, notre communauté par rapport aux autistes? Bon, déjà, c'est quelque chose que je pense qui est peut-être pas nouveau, mais ici, quand même, au Canada, Québec, on en parle, il y a des émissions. OK? Mais dans notre communauté, si on va en Haïti, et je parlerai de l'autisme, je ne suis pas sûre qu'ils vont savoir de quoi je parle. Peut-être un minime pourcentage. Ouais. Mais pour revenir à ce que vous dites, est-ce que c'est culturel? Déjà là, on a d'autres problématiques tabous qu'on n'en parle pas. L'homosexualité, les viols, les handicaps autres. C'est toujours difficile. Tout un ensemble de sujets qui restent toujours tabous. Le suicide. Ouais. Moi, j'ai déjà entendu un membre de ma communauté qui m'a dit « Ah non, le suicide dans notre communauté, ça n'existe pas. S'il y a le suicide, c'est juste qu'il copie, juste copier les pays occidentaux. Mais ça existe. Ça existe. On peut avoir un problème psychologique. Et on peut, vous voyez, mais c'est ça, mais... Je pense que c'est quelque chose qui était là depuis... Des lustres. Oui, parce que c'est pas juste par rapport à l'autisme. Il y a plusieurs autres sujets qu'on n'est pas capable d'aborder. Je vais revenir maintenant à votre combat. Il y a de longues années depuis que vous portez un étendard, vous êtes en mission par rapport aux autistes. En quoi consiste votre démarche? Ma démarche elle commence d'abord pour moi aussi. C'est que je veux quand même pouvoir donner le meilleur à mes enfants d'abord et amener aussi dans ma mission les autres parents qui restent dans l'ombre et qui, par peur, par crainte, ne cherchent pas à s'ouvrir à cette différence. C'est ma mission. Surtout, comme je répète encore, dans ma communauté, je veux aller les chercher, ces parents-là. Je veux qu'ils... J'essaye de plus en plus d'en parler un peu partout. Est-ce que je vais en parler dans les centres communautaires ou... Je ne sais pas. J'essaye... C'est difficile de rassembler pour pouvoir en parler, mais c'est ça ma mission, d'aller chercher les autres parents aussi, qu'on puisse s'entraider. Est-ce que tel truc a marché pour toi? Qu'est-ce qui a marché pour toi? Moi, ça a marché pour moi. Est-ce que ça essaye ça? J'avais essayé ça, ça fonctionnait. Alors, ma mission est pour moi et aussi pour les autres aussi. OK. Donc, est-ce que vos démarches sont personnelles ou il y a une structure, une organisation autour de vous ou c'est personnel? Je suis dans le comité de sensibilisation de l'autisme à l'hôpital Sainte-Justine, que ça, c'est créé, c'est encadré. À l'extérieur, je n'ai pas vraiment un encadrement. J'essaye de créer
comme je disais, avec d'autres parents de ma communauté et autres ethnies, c'est difficile. C'est difficile. Il y a une chose qui est certaine, c'est qu'il y a de nombreuses personnes qui sont en train de vous écouter là et probablement qui vont vouloir vous contacter parce que moi, je vous le dis, j'admire votre courage et d'autres personnes vont se lancer à vouloir se regrouper, à vouloir vous rejoindre. Comment ces personnes peuvent-elles vous contacter? J'ai créé une page autiste, l'art d'être unique. Alors, on peut aimer la page, s'abonner. Sur Facebook? Oui, sur Facebook. On peut me contacter sur ça aussi par Messenger. Et je fais un appel aussi aux personnalités publiques qui peut-être qui le vivent aussi dans la communauté, on ne sait pas. Donc, on ne sait pas. Donc, vous savez, quand c'est une personnalité publique, les gens vont être plus braqués à écouter, à regarder. Moi, je ne suis pas une personnalité publique, donc peut-être les gens vont dire, mais pourquoi on va faire affaire avec elle? Pourquoi on va aller lui parler? Pourquoi on va se regrouper avec elle? Ça nous donne quoi? Mais alors, j'invite peut-être les personnalités publiques qui se sentent touchées, interpellées, de me rejoindre. On peut faire un groupe, créer quelque chose pour pouvoir aider à avancer et à s'améliorer de jour en jour pour la cause. Parce que c'est nos enfants de demain qui deviendront des adultes. Hein? Ouais. Et moi, je ne vivrai pas 250 ans, ni 100 ans, malheureusement. Nous l'espérons quand même. Mais j'aimerais que lorsque je serai plus là, que mes enfants puissent vivre quand même avec des outils, être bien armés face à la vie de tous les jours. C'est la crainte de tous les parents. Hein, Ça, c'est un super souhait. Ouais, je souhaite vraiment. Est-ce qu'au niveau de l'hôpital Sainte-Justine, ou toujours à titre personnel, il y a une activité qui est prévue dans les jours ou les mois à venir? Bon, à cause de la pandémie, du contexte, je crois que ça va être... C'est plus des annonces virtuelles, de l'information virtuelle. Mais par le passé, qu'est-ce qu'on faisait? On créait une petite journée à l'entrée de l'hôpital et puis les gens pouvaient venir prendre de l'information avec des spécialistes qui étaient là, psychoéducatrices, éducateurs, médecins et autres. Donc, bon, je sais qu'il y a une année, Dr Carman était parmi nous. Maintenant, il est dans la politique. Donc, c'est ça. Et c'est comme ça que ça se passait, mais là, on ne sait pas trop... C'est de nouvelles stratégies. Oui, on va essayer de s'adapter. On va faire quelque chose quand même pour souligner le mois de l'autisme qui est en avril. Et le 2 avril est la journée internationale de l'autisme. Donc, on va essayer quand même de faire quelque chose. Et puis, c'est de s'adapter, là. Si vous avez un message particulier à passer, ce serait quoi? Bon, en général, je sais que les parents qui vivent avec un enfant différent, quel que soit le trouble, je sais que c'est pas facile, mais essayez quand même de toujours essayer de prendre l'information nécessaire pour votre enfant, parce que on sera pas là, on n'est pas là à vie, là. On va laisser nos enfants un jour, ils vont devenir adultes. Donc, il faut essayer d'armer nos enfants le plus que possible, trouver des stratégies. Comme je dis, je sais que c'est pas facile, mais ça peut être des livres, ça peut être des sites Internet, ça peut être aussi des organismes, des fondations. Je sais que la Fédération de l'autisme du Québec a leur site. Vous pouvez aller regarder pas mal de choses dessus qui informent là-dessus. Donc, informez-vous. Moi, c'est le message que j'enverrai à tout le monde qui vive avec un enfant différent, un frère, une fratrie, un membre. Informez-vous avant de faire des choses qui vont être vraiment fatales par la suite. Un grand merci à vous. Merci à vous. Et encore beaucoup de courage. Merci, merci. Mesdames, Messieurs, nous avons reçu pour vous Madame Lucrèce Philidor, mais nous serons de retour après la pause avec deux autres invités autour du même sujet.
suivez Groove Station Canada, le chemin de l'information. Merci d'être resté des nôtres. Nous sommes de retour avec une autre invitée, c'est mademoiselle Envie Augustin. Bonjour. Bonjour, Bienvenue à Groove Station Canada. merci. Mademoiselle Augustin est la sœur aînée de 2 enfants autistes, les enfants de Madame Lucrèce, qui est aussi sa mère. Comment ça se déroule à la maison avec tes frères et sœurs qui vivent avec des différences? Bon, ben, je dirais que là, moi, quand ils sont nés, j'avais 13 ans, donc ça fait quand même un bout de temps que je vis avec eux. Donc pour moi, c'est normal, dans le sens que oui, mon frère et ma sœur ont des différences, justement, vivent avec le TSA, mais comme on dit, c'est juste qu'ils ont un fonctionnement cognitif différent, chacun. Donc même à là, on ne pourrait pas dire que les deux fonctionnent d'une même façon, mais avec le temps, quand on vit avec eux, on apprend à les connaître aussi depuis qu'ils sont tout petits. Puis on sait comment interagir avec eux selon les situations. Donc vu qu'on a pris l'habitude avec le temps, ben, ça se passe Tu as quand bien même dit assez avec bien. le temps, mais au début, comment c'était? Ben, c'est sûr qu'au moment où on a eu ben, le diagnostic officiel que Melody avait le TSA, ben, c'est sûr qu'au départ, vu que c'est quelque chose avec quoi on n'était pas familier, ça nous a un peu pris par surprise. On savait pas trop c'était quoi, on savait pas comment s'adapter à ça. Puis on a dû ben vraiment, comme avec l'aide de beaucoup de spécialistes, puis de se renseigner sur internet, tout ça, ben vraiment se nourrir de beaucoup d'informations pour être capable d'être des personnes avec toutes les ressources nécessaires pour pouvoir les accompagner dans leur cheminement. Puis c'est sûr que eux aussi, ils vivent avec, pas nécessairement avec la notion du fait qu'ils sont différents des autres. Donc après, c'est de vivre en adaptation avec ce qu'ils, ben, comment qu'ils sont, sans nécessairement non plus inculquer comme une espèce de mode de discrimination envers eux ou quoi. Donc c'est sûr qu'au départ, ça faisait vraiment, c'était nouveau, puis on savait pas trop comment Aborder. Oui, c'est ça. Mais avec le temps, donc, ça c'est, on a pu trouver comment faire. Ok, super. Là, je vais être curieux. Je vais entrer dans votre living room, dans votre salon. Nous sommes au mois de décembre, c'est les vacances, il n'y a pas classe, tout le monde est à la maison. Comment se passe une journée entre toi et tes frangins? Bon, moi je travaille à l'hôpital, donc du lundi au vendredi, je suis au travail en journée, donc c'est sûr que je les côtoie pas du matin jusqu'au soir. Maintenant, à partir du moment où moi je reviens, là vu qu'ils font l'école en ligne, mais ils ont des travaux et tout, c'est surtout maman qui s'en occupe. Mais c'est sûr que si jamais il y a des questionnements, comme je sais que mon frère par exemple a des difficultés avec le français, ma soeur c'est plus avec les mathématiques. Donc des fois ma soeur va venir dans ma chambre pour faire ses travaux parce que elle s'y sent mieux. Ou mon frère a des petites questions par rapport à des compréhensions de texte, c'est là que je vais intervenir avec patience, sachant que ben il y a certains concepts que pour d'autres enfants ça va être plus simple à comprendre, mais après, par exemple pour mon petit frère, la notion de, juste comme ça exemple, le mot pourquoi, des fois la notion de c'est quoi qu'on recherche comme réponse avec un pourquoi, il a de la difficulté à comprendre, donc c'est de trouver différents moyens de l'expliquer autrement pour qu'ils comprennent. Mais sinon, en général, ils ont un fonctionnement comme tous les autres enfants, ils vont regarder la télé, Ça, la c'est bien. tablette, on va faire des activités, c'est correct. C'est juste qu'il y a certaines petites choses qui sont différentes. Tantôt, je m'adressais à ta mère et on parlait de discrimination au niveau de certaines communautés. Maintenant, ma question, est-ce que du côté de tes amis, tes proches, il y en a certains qui ont stigmatisé ou qui ont eu un regard assez négatif, péjoratif par rapport à tes frères et sœurs? Bon, moi je suis quelqu'un de très protectrice. Je suis quelqu'un que, ben ça se peut que j'ai un tempérament quand même assez impulsif, donc je dis pas nécessairement ça aux gens.
c'est vraiment mes amis proches qui vont savoir que mon frère et ma soeur, ils sont différents des autres. Maintenant, lorsque je suis confrontée à une situation, parce qu'il y a des gens comme ça, lorsque je suis confrontée à des situations où je vais entendre quelqu'un juste à la blague dire « Oh, lui, il est autiste », dans le sens que il a un comportement, je sais pas, qui qualifie d'une certaine manière, mais qui va utiliser ça à la blague, moi, ça me dérange. Donc moi, à la place de m'énerver tout de suite, je vais plus aller dans le sens de « je vais t'expliquer pourquoi c'est pas bon ». Après, si tu continues à employer le terme, libre à toi. Mais je vais avoir l'approche d'informer, parce que je sais qu'au départ, si on revient à quand nous, on a eu la nouvelle que ils étaient diagnostiqués DSA, c'est le fait de ne pas savoir c'était quoi. C'est le fait de ne pas savoir exactement c'était quoi qui nous inquiétait. Maintenant, il y a des gens au quotidien qui ne sont pas au courant de tout, surtout, normalement. Donc après, moi, je ne vais pas nécessairement prendre mal les choses. Donc si jamais, on va dire, j'invite un ami à la maison et il a des réactions un peu étranges par rapport au fait qu'il voit qu'il y a une différence, mais qu'il ne sait pas trop comment aborder le sujet, mais je vais aller plus dans le sens que, bon, peut-être qu'il est dans l'ignorance, qu'il a juste besoin d'informations par rapport à ça, donc je vais l'expliquer, tout simplement. Il y a de nombreuses personnes là, qui sont en train de t'écouter et qui adorent ton discours. Ah, Mais moi, ça fait plaisir. il y a quelque chose que je viens d'apprendre, c'est que tu travailles dans le secteur hospitalier. Oui. Donc certainement, tu as une formation qui te permet d'aborder le sujet avec tant de calme et également d'apprécier, je dirais, la situation. Et comment je peux expliquer ça? Tu es confortable, ok? Tu es confortable dans tes propos. Mais maintenant, si tu n'avais pas cette formation, est-ce que tu penses que tu aurais été aussi à l'aise à parler du trouble du spectre de l'autisme? Oui, parce que, comme je vous dis, lorsqu'on a eu la nouvelle du diagnostic, moi, j'avais quoi? 16 ans ou 17 ans, je ne m'en souviens plus trop, mais dans ces zones-là. Donc, j'étais pas encore, je travaillais pas encore dans un hôpital, j'avais pas encore été exposée nécessairement à ce genre de milieu. Donc, et j'étais quand même jeune. Donc, je savais pas trop ce que c'était, mais j'étais quand même motivée à me renseigner sur le sujet parce que c'est mon frère, c'est ma soeur et vu qu'ils sont nés quand j'avais 13 ans, ils étaient tout petits là, pour moi c'est comme mes enfants. C'est la motivation du fait que tu tiens à ces personnes-là, tu veux être là pour eux, mais tu veux être là pour eux de la bonne façon. Donc tu vas chercher à savoir c'est quoi la bonne manière, c'est quoi exactement qu'ils ont et tout. Donc oui, c'est sûr qu'après, le fait que je travaille dans un hôpital, ça a pu rajouter des choses à mon bagage par rapport à mes connaissances. Mais j'avais déjà cet intérêt-là parce que je voulais être, on va dire, la meilleure grande sœur possible pour les accompagner dans leur situation. Puis ça, c'est quelque chose qui va rester à vie, dans un sens. Donc, pour être préparé pour tout ce parcours-là, que tu travailles dans un hôpital ou ailleurs, il faut quand même, c'est très important de se renseigner sur ça. Moi, je décèle beaucoup d'amour dans ton discours et je pense que c'est une attitude à apprécier et je pense que les autres personnes qui vivent avec des proches qui vivent avec le TSA devraient copier, devraient plagier ton attitude et moi je t'en félicite. Merci. Ok, non, sincèrement, c'est pas des fleurs que je t'envoie. Je le dis, écoute, tu parles et moi j'ai de la chair de poule à m'imaginer à ta place et à adorer, à apprécier mes frangins. Ok, donc je t'en félicite. Et si tu as un message pour d'autres jeunes comme toi qui ont des proches, frères, sœurs, cousins, cousines ou parents qui vivent avec le TSA, ce serait quoi ton message? C'est sûr que la première chose, c'est de pas stigmatiser la chose, mais vraiment de se dire, ok, c'est quelqu'un qui vit qui a un fonctionnement cognitif différent. Quel est ce fonctionnement? Parce qu'après, il faut savoir que c'est pas toutes personnes qui vivent avec le TSA qui ont les mêmes conditions. On va avoir toutes sortes de types de comportements différents. Donc maintenant, c'est de cibler cette personne-là, c'est quoi? Et après, dans l'optique de pouvoir accompagner la personne du mieux qu'on peut. Si on y tient vraiment à cette personne-là, c'est la meilleure chose, c'est le meilleur cadeau qu'on peut lui faire, c'est de s'équiper le plus possible pour être capable de l'aimer et de transiger avec la personne de la meilleure manière. Je te remercie. Oh, mais ça fait plaisir, merci. Magnifique. Magnifique. Vous suivez Groove Station Canada, le chemin de l'information.
Il n'y a pas que les parents qui assistent les personnes qui vivent avec le trouble du spectre de l'autisme. Il y a également des professionnels dans le milieu de la santé mentale ou également de la santé qui les accompagnent. Aujourd'hui, nous accueillons pour vous M. Salvador. Du Salvador, bonjour. Bonjour. Vous êtes éducateur spécialisé. Oui. C'est quoi un éducateur spécialisé? Ça me fait plaisir d'être là avec vous. Un éducateur spécialisé, moi je dirais, c'est un accompagnateur polyvalent. En 2 mots, je pourrais définir un peu plus, mais pour commencer en 2 mots, c'est un accompagnateur polyvalent. Ça prend toute une formation. Vous êtes formé où? Oui, ça prend une forme. C'est un DEC de 3 ans qu'on donne dans les cégeps. OK. Ouais. Maintenant, vous travaillez dans un hôpital, dans une résidence, un CLSC? Non, je travaille au milieu d'éducation. Je peux le dire, je travaille pour la Commission scolaire de Montréal. Magnifique. Donc, vous accompagnez de jeunes enfants? Oui, dans la classe, là, c'est de 9 à 11 ans. OK. C'est quoi votre mission comme, je dirais, accompagnateur polyvalent dans cette classe? Bon, au début, j'avais dit polyvalent, c'est juste pour rectifier un peu. Polyvalent, c'était parce qu'on a beaucoup de clientèle. On peut accompagner une personne autiste de l'enfance, je dirais, jusqu'au dernier jour. Étant donné que moi, je suis dans une classe spécialisée, donc je peux accompagner parce que non, c'est comme j'ai entendu la fille de Lucas qui a dit tantôt, accompagner la personne comprendre. Non, comme éducateur spécialisé, je travaille avec soutien à l'enseignant dans une classe. Donc, mon rôle, c'est, quand on a des enfants autistes, c'est différent d'un enfant à l'autre. C'est pour ça qu'on peut parler qu'il y a autant d'autistes que d'autistes. Donc, nous, notre rôle dans la classe, là, c'est, premièrement, on assure la sécurité de l'élève. Ça, c'est très important. Sécurité, on parle de sécurité à tous les niveaux, au niveau comportement, au niveau fonctionnel. Par exemple, dans une classe, on peut voir, on met un horaire pour l'élève avec une routine, parce que les personnes autistes ont besoin d'une routine de fonctionnement. Mais ce qui n'empêche pas vraiment de sortir un petit peu, ça dépend de la rigidité. On sait qu'il y a certaines rigidités, il y en a qui sont moins rigides, mais on part avec les besoins de l'élève. Chaque enfant, chaque personne a un ensemble de besoins. Nous, on est là pour combler les besoins de l'enfant. Et puis que ce soit à travers l'horaire, à travers des activités comme des ateliers, au niveau de leur routine, de l'habillage, au niveau de l'autonomie. Donc, on a une grande partie à faire au cours de la journée. Est-ce que vous aimez votre job? Oui, je l'aime vraiment, mais ça n'empêche pas de te dire que c'est pas toujours facile. Tantôt, je parlais à une collègue, j'ai dit, ce qui est bien dans ce travail-là, on sait comment on rentre, on sait pas. On sait à quelle heure qu'on rentre, on sait pas à quelle heure qu'on sort. Mais on aime bien vraiment quand on sort, quand la cloche sonne là et puis qu'on sort. Quel type de relation, de rapport qui se développe entre vous et les élèves? Oh, les rapports, c'est normalement, on aimerait tous avoir des rapports cordiaux avec les élèves. Mais c'est comme je vous dis, c'est du cas par cas. L'élève arrive le matin, on accueille l'élève avec ce qu'il est. C'est ça qui est intéressant. On accepte l'élève comme il est, mais pour son bien-être, pour essayer d'avancer. Le rapport doit être cordial parce que ce qui est important dans le travail, on appelle ça lien de confiance. Tu commences à travailler, ce lien de confiance-là, tu peux l'avoir la première journée. Tu peux passer une année et puis ça ne fonctionne pas. Donc, c'est toujours, quand on dit l'imprévu, souvent on appelle ça essai-erreur. Ça ne fonctionne pas. On a essayé cette approche, ça ne fonctionne pas. On essaie un autre. Et puis le lien, est-ce que ça va aujourd'hui? C'est possible qu'une journée, ça va bien. Lundi, on rentre une belle journée. Mardi, qu'est-ce qui s'est passé? On ne sait pas. Et puis là, on est allé chercher à travers nos interventions, les approches qu'on utilise. Mais ce qui est important, c'est toujours les besoins de l'élève qui passent en premier, puis pour leur bien-être. Ça demande beaucoup de patience. Oh, s'il y a un mot plus que la patience, ouais, beaucoup de patience. J'ai pris le soin de vous écouter et
ces enfants qui vivent avec des différences, donc, est-ce que vous êtes une sorte d'accompagnateur qui les permet d'intégrer le milieu, je dirais, social avec leurs différences afin d'accepter les autres et d'être acceptés par les autres? Oui, ça c'est une très belle question parce que l'élève, moi souvent je dis l'élève parce que je suis dans le milieu c'est bon. scolaire. Ça m'arrange aussi. Ouais. C'est pas toujours évident dans le sens où est-ce que l'enfant comprend qu'il est différent? Les autres voient qu'il a un enfant différent, mais lui, nous, même si l'enfant ne comprend pas vraiment qu'il est différent, nous, on travaille avec la différence de l'enfant pour le faire évoluer. Parce que tantôt, j'ai parlé d'autonomie. L'autonomie, c'est vaste, mais il y a plusieurs niveaux d'autonomie. Par exemple, si on va au niveau de l'habillage, l'enfant arrive, l'enfant a 9 ans, et puis l'enfant au niveau de l'habillage, il arrive le matin, et puis il reste, là on est en saison d'hiver, reste avec son manteau, reste tout habillé. Mais si tu lui dis rien, ça dépend du niveau. Il y a plusieurs niveaux dans l'autisme. L'enfant peut passer la journée tout habillé. Mais nous, en tant qu'accompagnateurs, c'est voir est-ce que l'enfant est capable de se déshabiller tout seul? Est-ce qu'il est capable d'enlever juste son manteau? Est-ce qu'il est capable d'enlever ses chaussures? Non, parce que nous, on a aussi des enfants non-verbaux. Donc, ça nous prend des approches parce qu'il y a, je profite pour dire, il y a une approche d'inspiration teach qui est très intéressante. Parce que moi, au début, je ne savais pas exactement quand il y a une personne non-verbale, cette personne pouvait communiquer. Donc, avec l'approche d'inspiration teach, on a beaucoup de pictogrammes, donc je n'ai pas amené. Avec la routine, l'enfant comprend que ça, c'est le moment d'enlever son manteau. Et puis, il y a une séquence d'enlever son manteau. C'est un bon moyen de communication. Un bon moyen de communication. C'est pour ça que je te dis, je ne savais pas vraiment. J'ai dit, mais si je arrive dans un milieu, les enfants sont non-verbaux, comment je vais faire pour leur parler? Et puis, cette approche-là, c'est dans les écoles spécialisées, je pense. Je ne veux pas spéculer, c'est presque partout au Québec, on utilise cette approche pour les enfants, pour les personnes autistes, surtout au niveau scolaire. Donc, c'est un très beau moyen, ça. Il y a une question qui me tient à cœur. Ouais. Vous faites votre travail avec professionnalisme, ok, mais vous n'êtes pas, je dirais, au chevet de l'enfant toute la journée. Donc, il y a une partie du temps de l'enfant qui se passe à la maison, une partie à l'école. Ouais. Mais vous vous assurez au niveau de l'école. Maintenant, à la maison, les parents peuvent corroborer votre travail ou également le boycotter. Est-ce que vous avez des cas où vous sentez que vous avez été boycotté par certains parents? Moi, je dirais non. On n'utilise pas le mot boycotter. Okay. Il y a des parents, peut-être qui ne comprennent pas encore tout le système. C'est parce que, je ne veux pas, comment dire ça? Parce que nous, on a, dans les écoles spécialisées, moi je suis éducateur spécialisé, mais je pourrais dire, on est comme, non seulement chapeauté, on a une équipe. Parce que souvent, il y a des psychoéducateurs, j'utilise le terme masculin, sans sexisme. Là, parfois, il y a des cas qui demandent plus d'attention. On va voir le psychoéducateur et puis on dit, ah, il y a un cas là, et je ne comprends pas cette partie. Est-ce que tu veux venir observer un peu avec nous? Et puis là, on dit ça. Parce que, en même temps, je vous dis, il y a une approche qu'on appelle l'approche systémique qui nous permet vraiment d'être en contact avec le parent. Donc, on demande aux parents tout ce qu'on fait vraiment, c'est pour l'enfant. Donc, si le parent veut dire boycotter, ce ne serait pas pour l'intérêt de l'enfant. Parce que nous, on dit vraiment le parent, on est là pour les besoins de l'enfant. Est-ce qu'avec les autres parents, ça se passe bien? Oui, ça se passe bien, mais ça prend vraiment, on dit aux parents, ça prend une collaboration. Moi, je ne veux pas dire, souvent on dit dans les pays sous-développés, on a besoin de tout un village pour élever un enfant. Ouais. Nous, au Québec, si on peut tourner ça pour dire l'éducateur, l'enseignant, les parents, les ressources, on a besoin de tout ça
C'est une équipe. C'est une équipe pour bien faire le travail. Parce que non, j'arrête pas de répéter le bien-être de l'enfant d'abord. Il y a un terme que vous avez utilisé là qui m'interpelle, les ressources. Est-ce qu'il y a des ressources disponibles pour les TSA? Oui, moi je dis oui parce que tant que l'enfant a eu le diagnostic plus tôt, encore mieux. Et puis, je pense que c'est un psychiatre qui est capable de diagnostiquer. Le psychiatre vous réfère à un CLSC. Donc, la porte d'entrée, c'est le CLSC. OK. Donc, avec le CLSC, vous arrivez avec votre rapport d'évaluation, de diagnostic que votre enfant est diagnostiqué autiste. Et puis, on va voir quel niveau. Et puis, là, CLSC va prendre un rendez-vous avec vous, va vous dire, OK, madame ou monsieur, votre enfant est diagnostiqué. Vous habitez où? Avec toutes les informations. OK. C'est l'enfant à 3-4 ans. Vu son niveau, il a besoin de telle école. Est-ce que c'est une école de quartier? Est-ce que c'est une école spécialisée en fonction du niveau de l'autisme de l'enfant? Est-ce que l'enfant a besoin d'un éducateur dans la classe? Il y a le CRDI, c'est Centre de ressources, parfois on oublie, de déficience intellectuelle. Donc c'est ça, là on vous réfère tout, on vous donne toutes les ressources. Mais ce qui est intéressant aussi, je suis désolé de vous couper parce que vous regardez beaucoup. OK. OK. On va reprendre. OK, c'est bon. Il y a le CRDI. OK. Vas-y. Ouais. Il y a le CRDI, c'est le Centre de ressources en déficience intellectuelle, qui est une bonne au niveau éducationnel. C'est là c'est un gros morceau de l'équipe. OK. Donc, mais avec le niveau de l'autisme de l'enfant, c'est à quelle école? Est-ce que c'est une école de quartier? Est-ce que c'est un point de service? Est-ce que c'est vraiment une école spécialisée? Parce que les écoles spécialisées, ça prend vraiment des critères pour aller dans une école spécialisée. Il y a des enfants, ça dépend. Ça doit être un point de service, ça peut être une école de quartier. Donc, les ressources sont là. Mais moi, s'il y a un message à passer vraiment, c'est commencer par le CLSC. Et puis les ressources sont vraiment disponibles. N'hésitez pas. Toujours dire aux parents, c'est le bien-être de l'enfant. Parce que je ne vais pas faire une comparaison avec la COVID. Si tu le veux faire pour toi, fais-le pour l'enfant. Super. Donc nous restons dans les ressources. Est-ce que les ressources sont adéquates, sont suffisantes selon vous pour les enfants autistes? Non, moi je dirais pour l'instant, on aimerait qu'il y ait un peu plus. Parce que c'est le CRDI, à un certain moment, ça coupe. C'est comme, même si vous avez un enfant en difficulté, à besoin particulier, à 21 ans, c'est fini les services. Donc c'est le parent. Donc là, ça inquiète beaucoup les parents. Donc les services sont là, c'est sûr on va aller chercher, mais il en manque encore. Donc je pense qu'il y a l'association des parents d'enfants, de personnes autistes, qui peuvent demander encore plus et voir comment on peut intégrer certains autres services. Il y en a, mais ce n'est pas assez. Par exemple, quand on prend dans des écoles, il y a l'orthophonie, le gouvernement parfois coupe là-dedans. Je connais certaines écoles qui ont besoin d'ergots, mais les ergots, parfois, c'est 1 heure par semaine dans une école. Quand on prend une école, il y a des enfants qui ont beaucoup de besoins sensoriels. L'ergothérapie, pour moi, c'est un grand besoin pour un élève à besoin particulier. Donc là, 1 heure ou 2 semaines par jour dans une école, c'est insuffisant. Ça, c'est clair. Une petite question pour ce genre de ressources. Est-ce que les services sont gratuits ou c'est payé par le gouvernement ou c'est aux parents de débourser pour avoir accès à ça? Non, tantôt, on a dit que les services sont pas suffisants. L'ergothérapie au niveau scolaire, c'est travail pour la commission scolaire, c'est le gouvernement. Mais il y a des enfants qui ont encore d'autres besoins. Mais si vous voulez vraiment que l'enfant travaille vraiment, c'est aller au privé. Ça, c'est beaucoup d'argent. Ça c'est beaucoup. L'ergothérapie, massothérapie, les besoins sensoriels, c'est beaucoup d'argent. Donc, on aimerait vraiment, s'il y a un autre message à faire passer, les parents aussi, parce qu'il y a l'association des parents, des personnes autistes, je l'ai dit tantôt, c'est inciter le gouvernement vraiment à aller chercher beaucoup d'aide au niveau des besoins sensoriels des enfants, parce que ça, c'est un besoin, moi, que je trouve criant dans beaucoup de milieux de travail.
Donc l'ergothérapie et la massothérapie, ça va faire du bien aux personnes autistes. Ok, super. Je vais revenir sur un sujet que vous avez abordé tantôt. Par exemple, moi, j'ai un enfant à la maison qui a des différences, qui vit avec des différences. Donc, la première chose, c'est pas mettre à l'esprit que c'est un sort qui lui a été jeté. Donc, c'est quelque chose de naturel. Ok? Donc, la première chose à faire, j'essaie de retracer afin de voir la démarche à suivre. Donc là, je vais voir un psychiatre. Maintenant, c'est le psychiatre qui établit le diagnostic. Oui. À partir de là, je vais dans un CLSC. Oui. Donc au CLSC, mon enfant est pris en charge. Et qu'est-ce qui se passe par la suite? Oui, c'est comme j'ai dit tantôt, au CLSC, le CLSC a tout... c'est comme une sorte de hiérarchie. On dit au CLSC, on va voir le niveau de l'handicap de l'enfant. Quand je dis handicap, je fais attention aux mots. Je préfère différence. Le niveau de différence de l'enfant. Ok, je suis d'accord. Je suis d'accord, niveau de différence. Donc c'est là on va voir le niveau de différence de l'enfant. Donc on va déterminer son niveau de besoin aussi. Oui, c'est ça. Les trois, quand on dit les trois fonctionnent ensemble, parce qu'il y a le niveau 1, 2, 3. Tant que le niveau est, on parle léger, l'enfant peut intégrer une classe régulière, de léger à moyen, mais quand on dit sévère, ça prend vraiment une école spécialisée. Okay. Donc c'est là que les démarches commencent vraiment pour que l'enfant aille dans une école spécialisée. Les démarches sont effectuées par les parents ou le CLSC s'en occupe? Non, c'est les deux parce que le parent doit donner l'autorisation. Okay. Parce que c'est le droit. En plus, ce qui est intéressant, c'est le droit de l'enfant. Un parent ne peut pas avoir... c'est sûr, on accepte l'éducation à la maison, mais je ne peux pas dire que c'est aussi accepté pour un enfant à besoin particulier. Mais c'est le droit de l'enfant d'aller à l'école jusqu'à 21 ans. Okay. Pour un enfant à besoin particulier. Okay. Donc, le CLSC a droit, moi je ne veux pas parler de DPJ, mais si un parent a un enfant à besoin particulier et puis dit que l'enfant ne fait pas à l'école, donc je pense que même la DPJ peut être au courant parce que c'est comme brimer, c'est brimer le droit de l'enfant. Okay. Tantôt au début de l'émission, j'ai parlé avec Mme Lecresse et il y a un sérieux problème au niveau de certaines communautés avec certains parents qui considèrent comme un préjugé, qui ont un complexe. C'est tabou pour eux de vivre avec un enfant qui est TSA. Donc, est-ce que ce problème est parvenu jusqu'à vous en tant qu'éducateur spécialisé? Oui, moi je dirais oui, parce que c'est... Sans faire une longue histoire, on peut parler, c'est un processus de deuil hein, quand un parent a un enfant et puis qui a un diagnostic de TSA. Quand vous recevez le diagnostic, c'est un choc. Ça, c'est la première partie du deuil. On sait que la dernière partie, c'est l'acceptation, mais il y a encore plusieurs étapes. Donc, le parent, tu dis au parent, oh, ton enfant est autiste, mais ça veut dire quoi pour le parent? Donc, maintenant, c'est au spécialiste de s'asseoir avec le parent. Donc, OK, l'autisme, l'enfant ou la personne va avoir un fonctionnement différent. Va avoir des différences par rapport à, c'est toujours par rapport à. Moi, je fonctionne d'une telle façon, l'enfant va fonctionner d'une autre façon. Mais est-ce que cet enfant, en fonction du niveau de l'autisme, est fonctionnel dans la société? Oui. Parce que là aussi, on voit il y a des organismes, pour aller plus loin, il y a des organismes qui intègrent les personnes handicapées selon leur niveau. Donc ça, moi, je trouve ça très bien. Donc, c'est pas parce que l'enfant ou bien la personne est autiste que c'est non, c'est sûr, on veut pas juger, on n'a pas le droit de juger non plus, mais c'est comprendre. Quelqu'un qui veut pas comprendre, c'est sûr, va tomber dans le jugement. Tantôt, je vous ai parlé de sécurité. On voit que l'une des caractéristiques des personnes autistes, parfois, elles ne sont pas conscientes du danger. J'ai fait attention tantôt aussi quand on parle de handicap. Vous avez un enfant de 16 ans, vous ne pouvez pas le laisser tout seul à la maison. Ça, c'est une sorte de handicap. Donc, c'est dans ce sens-là, quand j'ai parlé de handicap tantôt, okay. Je ne m'ai pas dit que vous avez une personne handicapée, mais il y a beaucoup de
de ressources, on va établir un portrait de l'enfant, de la personne pour voir son niveau d'autonomie à plusieurs niveaux. On parle d'autonomie, de besoins. Et puis là, on va classer l'enfant, mais avec l'accord du parent. Il y a des parents qui, parfois, on fait un portrait et puis le parent ne veut pas signer. On demande aux parents pourquoi, on montre que c'est ça, le professionnel a dit, on discute, on ne peut pas imposer le parent. Mais c'est une question vraiment intéressante pour voir le développement des choses. Là. Longtemps, on était rendu comme dans les pays sous-développés, quand vous avez on ne connaissait pas vraiment c'était quoi l'autisme. On donnait tous les noms aux personnes autistes. Mais là, en pays développés, on dit les ressources sont là. Vous avez un enfant autiste, on est rendu étape par étape pour le bien de l'enfant. Allez chercher les ressources tranquillement. On sait qu'il en manque, mais l'important, c'est de faire le premier pas. Pendant qu'on invite les parents à aller chercher les ressources pour accompagner leurs proches, leurs enfants qui vivent avec le TSA, si vous avez un message particulier à adresser, ce serait quoi? Ouais, le message, c'est que c'est pas facile. Ça, il faut être clair là-dessus. C'est pas facile de vivre avec un ou deux enfants autistes. Ça prend beaucoup d'énergie parce que on voit le bon côté des choses. Moi, souvent, je vois le verre à moitié rempli qu'à moitié vide. Le parent, l'enfant, si l'enfant est à l'école, après l'école, il y a des parents qui travaillent. Après le travail, vous avez l'enfant à la maison. Parfois, l'enfant a certaines particularités quand on parle de comportement. Là aussi, on doit donner. Souvent, il y a l'éducation socialisée où les ressources donnent des outils aux parents aussi pour le fonctionnement de l'élève ou de l'enfant. Donc, les ressources sont là. Allez chercher les ressources. Demande de l'aide. N'hésitez pas à demander de l'aide. Il y a des associations de parents, de personnes autistes. Parce que parfois, il y a deux parents qui sont dans la même situation. À travers une rencontre, on dit « Ah, moi, mon enfant a ce comportement, comment vous réagissez avec ?» Et puis, à travers beaucoup de discussions, on est capable de, quand on dit passer à travers, c'est pas toujours facile de vivre avec un ou deux enfants autistes, surtout quand il y a des particularités au niveau comportemental. C'est bon. Merci, M. Salvador. Au plaisir. Madame, Messieurs, on vous remercie d'avoir été des nôtres. On se donne rendez-vous la semaine prochaine pour un autre numéro de la récréation sur Go Station Canada, le chemin de l'information. Vous suivez Go Station Canada, le chemin de l'information.